Le nouveau roi d'Afrique s'appelle Nelson Mandela. Je demande beaucoup de respect pour cet homme-là. Il a vaincu la partie de vaincu Peter Botha. Avec tous nos frères tombés dans l'anonymat, Mandela est président. Tout le monde est content. Pour tous les noirs dans le monde, c'est un événement. What's up, me dready? 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 We are keep steady. Nobody match at my window, cause we are ready. The Batman ready. Them girl, them are ready. We say bump for wall, now know how we do it. On se retrouve à la boutique Ankera à Jarry avec un précurseur dans le domaine des médias, le grand Brother Jimmy. What's up, brother? C'est blessant pour ça, ça va? Tranquillement? Ça va avec la grâce, on est bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisque ça peut arriver, qui sûr. est Brother Jimmy? À l'heure actuelle, je suis producteur de documentaires audiovisuels en télévision depuis 2003 déjà. Ça s'appelle Be World Connection, for Black World Connection. Et en fin de compte, le concept il est simple. Je produis une émission qui permet de mettre des personnages noirs en valeur, quel que soit leur lieu géographique, mais surtout quel que soit leur domaine dans lequel ils exercent, histoire de casser l'adage que le noir ne peut réussir que dans le sport et la musique. Histoire de montrer qu'on a des exemples vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le spatial ou dans l'informatique ou la science ou autre. Juste avant qu'on arrive à Be World Connection, parce que moi je suis il rigole parce qu'il sait. Je voulais savoir si tu connais les dossiers. Ah là, il rigole parce qu'il sait que je sais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que KSS? Ankera Sound Ah, voilà. Parce que tout à l'heure, je vais te dire, je parlais aux petits jeunes, je leur dis ouais, KSS, ils me disent. Caleçon, short et sandales. Ouais, exactement. D'ailleurs, il va falloir casser ça parce D'accord. que j'ai envoyé une lettre déjà 2 fois à caleçon, short et sandales. Ok. Et j'ai pas eu de réponse parce que le Ankera Sound System, c'est quand même un patrimoine musical en Guadeloupe. Exactement. C'est quand même un groupe qui a marqué l'histoire musicale de la Guadeloupe. C'est les pionniers du reggae dancehall guadeloupéen. Et quand je dis les pionniers, pas en termes de musique, dans les sound systems, il y a eu des gars comme nous, mais il y a eu des gens avant, comme Rassabia, etc. Voilà. Mais quand on parle de réussite commerciale, quand on parle de premier album qui pète, de premier album qui change l'univers musical de la Guadeloupe, l'univers médiatique de la Guadeloupe, Exactement. tout part de là, de 1998. Donc il y avait Lovey Jam, Oliver Stone, Supabou, Lesmond, Admiralty, Billy the Kid, Supa Levi, Little Espion, Curtis. Il y avait Teddy Zimamirin qui était le président de l'association, mais aussi sélecteur avec Poupa Alain. Et il y avait Fight aussi qui était là. Et la seule femme qui était là, Sista Joy. Là, je pense qu'on a oublié personne. Et si on avait oublié quelqu'un? Pas de pitié pour les vampires. L'homme qu'on appelle Wanda Faza. Exactement. Voilà, Wanda Faza. Voilà. Là, ça y est, on a la totale. Ok, vous voyez, Ankera Sound ça, System. ce sont les précurseurs. Et justement, comment on fait pour passer de DJ, chanteur de dancehall, à animateur, producteur d'émissions? En fin de compte, dans mon parcours et ma carrière professionnelle, et là ça engendre musique, ça engendre télé, ça engendre d'autres actions aussi militantes. En fin de compte, il y a d'abord le militantisme. Je m'estime être d'abord un activiste culturel. Je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche du savoir. J'ai toujours fait quelque chose pour promouvoir une action qu'on mettait en place. Exemple, je me suis retrouvé à la télé parce qu'en Guadeloupe, quand on faisait du reggae dancehall, donc ragamuffin, on nous prenait pour des voyous. Il faut savoir, et ça je dis ça pour les jeunes, il faut savoir que 92, 93, 94, 95, toutes ces années-là, jusqu'en 98, quand on sort notre album et quand on sort aussi l'émission Big Up en 97, j'avais oublié. Les gens nous considèrent vraiment comme des voyous, quoi. C'est-à-dire, quand je dis les gens, pas nos mamans, pas nos pères, parce qu'ils nous connaissaient, mais ils faisaient un peu attention, mais les médias, tous les gros médias de l'époque, mais ne voulaient pas nous voir. D'accord. Attention, maintenant tout le monde diffuse du dancehall, du trap et tout. Mais à l'international. Mais il faut savoir que nous, on ne voulait pas nous voir. Moi, les gars, là, quand on se pointait avec nos locks, là, justement, tu vois, dès que tu avais des dreadlocks, ça voulait dire que tu étais voyou. Ok. Tu étais catalogué en tant que voyou, gangster, pas arrêté là. Jamais tu dois pas fréquenter les belles filles, tu dois pas fréquenter les filles de bonne famille, rien. Non, c'est marginalisé. Ah ouais, marginalisé, t'es dans rien, tu comprends? Pas même pointé devant pote à mon là, il faut un coup de l'eau sale. Attention à ça. Et donc nous, justement, grâce à ça, grâce à notre musique, grâce à notre foi, on a dû travailler tout ça.
Et donc, automatiquement, je me suis retrouvé à faire des émissions télé en tant qu'invité, comme toi là. J'ai participé à une émission d'Angèle Etienne qui s'appelle Partition. Et justement, ils avaient fait une émission spéciale Ragamuffin. Ça a été en juin 95. Ça a été nos premières lettres de noblesse qui ont commencé à nous légaliser. Et donc, on m'a demandé un jour dans cette émission, qu'est-ce qu'un sound system? Donc, j'ai bien dit, j'ai expliqué qu'est-ce qu'était un sound system. Et là-dessus, on m'a dit, plus tard, on m'a dit, mais tu sais que tu passes bien à la télé et tout. Quand tu t'exprimes à la télé, j'aime bien, on aime bien et tout. Les gens me disaient ça comme ça. Et moi, je voyais au même moment que nous, on avait des difficultés à faire passer notre musique dans les radios, des trucs comme ça. Il n'y avait que nos sound systems. J'ai dit, tiens, on est dans un petit pays. Si on fait une bonne émission télé pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, peut-être que ça va faire avancer les choses 10 fois plus vite. Et c'est comme ça, boum, direction Canal 10, l'émission Big Up qui était simple. Présenter des clips de hip-hop et de dancehall. Ce n'était pas calculé. Tout mon parcours de télévision n'est pas calculé. B-World Connection est né en 2003 parce que, rappelle-toi, en 2003, le gouvernement Sarkozy, qui n'arrête pas de faire passer dans les médias comme quoi la colonisation serait quelque chose de positif. Ah oui. Tu vois? Donc, on est venu chez toi. On a tué ta famille, on a détruit ta culture, on t'a imposé notre culture, on t'a imposé une religion. Tout cela, c'est très positif. Voilà ce qu'on nous a voulu nous faire croire. Et là, c'était plus possible. Donc là, sachant que je lis beaucoup, sachant que j'étais un homme de médias déjà avec Canal 10 avant, etc., j'ai dit, mais ce serait bien de créer une émission qui met les Noirs en avant. Et aussi la fin sur Canal 10, parce que malheureusement, Thibaut Simon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour le combat qu'il a mené pour la Guadeloupe. Et il le sait, ce que je dis là, ce qui est bien, on s'entend bien avec Ibo. Mais il y a un moment où lui et moi, on ne s'entendait pas. D'accord. Mais du tout. Parce que Ibo, malheureusement, il y a un moment, il a déjà regretté cette période, il s'est déjà excusé. Donc, ce n'est pas quelqu'un à condamner pour ça. Là, ce que je dis là, ce n'est pas pour condamner Ibo. Mais à l'époque, je condamnais Ibo Simon parce qu'il était anti-haïtien, il était anti-noir. Plus tu étais noir, plus il disait que cette peau était une race maudite. Et surtout, ce qui m'a tué, c'est un jour, comme ça, un décor. Il était devant une table sur Canal 10. Entre midi et 14h quand même, il est venu avec Alcali, du détergent. Je me rappelle, j'étais jeune. Vois, et ça, c'est un truc qui m'avait marqué, tu vois. Plein de produits. Et il a dit que la race noire, il faut laver cette peau parce que la race noire, elle est maudite. Et dans les 2 heures de temps, il prenait un chiffon avec du détergent Alcali et frottait. Pourquoi maman, moi, fais-moi nouer comme ça, vieux race là, ça. C'est là qu'est née l'idée de B-World Connection. Tu vois, l'idée même est née là. De positiver il fallait absolument, je trouve, une émission en dehors de ce que je faisais, Big Up, qui mettait en avant la musique. Mais moi, il fallait mettre en avant l'homme noir parce qu'à l'époque, l'homme et la femme noire, à l'époque, moi, je lisais du Marcus Garvey, je lisais du Cheikh Anta Diop. Et de voir un noir à la télévision, parce que Ibo, attention, Ibo était plus populaire que moi. Ah oui, non mais... Ibo, attention, c'était la star. Donc la star télé nationale. Donc le gars, entre midi et 14h, tout le monde regardait Ibo. Donc imagine là maintenant Chicanos. T'imagines Chicanos arrive dans la télé là, sur Canal 10 tous les jours à 16h en disant qui chante moi mettre, on vient couler comme ça, il vient avec du détergent Alcali et on serait choqué, on serait dingue, tu vois. Et ben moi j'étais dingue. Et je te dis franchement à l'époque je voulais même taper Ibo Simon. Et c'est là que défunt Michel Rodriguez m'a dit, Jimmy, plutôt de vouloir taper, pourquoi tu vas faire de la violence encore une fois? Mais t'as qu'à répondre à Ibo Simon en créant une émission, en faisant quelque chose. Maintenant qu'il y a des films comme Black Panther qui sortent, etc. Mais vous imaginez, il y a 20 ans, je vous dis, en 80, ce que je te dis là c'est années 96, 97, là, ce que je te parle, tu vois. Donc c'est assez chaud quand même. Et donc après, Guadeloupe Première est venu me chercher après plusieurs refus, donc j'y suis allé. Et j'ai créé l'émission Réelle Attitude. Et justement, Réelle Attitude, ensuite Réel en mouvement. Et pareil, Réelle Attitude, c'est là qu'on fait des débats aussi avec les LOX. C'est-à-dire que maintenant qu'on avait montré comment on était sorti du ghetto, comment, parce que dans Big Up, on allait filmer les sound systems, on montrait, donc ça a rassuré les parents. Les parents, grâce à cette émission, les parents, ils ont dit, ouais, mais Timoun a moins qu'à chanter, Timoun a moins pas droguer, Timoun a moins pas qu'à voler bitamoun, Timoun a moins pas qu'à violer, etc. Donc il y a des parents qui ont commencé à être fiers de leurs enfants qui étaient ragamuffins. Et c'est comme ça que maintenant, on a commencé à avoir un petit statut
dans la société. Parce que c'est ça que les gens comprennent. Nous, quand on a pris le micro, on rêvait pas d'être disque d'or, faire des disques pour faire le tour du monde. Réelle Attitude, on a créé cette émission parce que là, il fallait nous mettre un peu plus officiel encore. C'est-à-dire montrer au grand public qui nous sommes. Donc, des thèmes de société qui préoccupent la jeunesse. Le sexe et les jeunes, l'alcool chez les jeunes, la violence. Et ce qui était bien, c'est qu'on faisait venir des écoles, des gens, et des jeunes qui venaient s'exprimer, mais aussi des jeunes artistes pour chanter. Donc il y avait des artistes émergents comme KSS, Influençon, Nègre Radical et tout. Mais ce qui était bien, on mettait toujours un artiste que personne ne connaissait. On appelait ça un tremplin. Okay. Et ça, en fin de compte, il fallait nous envoyer ta cassette à Guadeloupe Première, et nous, on l'écoutait. Et là-dessus, on t'offrait un enregistrement en studio à la MJC des Abîmes. Alors, il faut que vous compreniez qu'à l'époque, il n'y a pas YouTube. Ah ouais. Il n'y a pas... les studios ne sont Facebook, pas ouverts. On n'a pas cette promotion. Le portable vient de sortir. Voilà, tu peux pas faire grand-chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est un gros tremplin. La télévision, j'ai toujours fait pour promouvoir quelque chose. Je ne peux pas faire de la télévision si je ne défends pas une cause. Pour dire que tu es à la télé. Ouais, ça c'est impossible. Voilà. Non, ça c'est impossible. Brother Jimmy, c'est un militant. Un activiste culturel. Activiste culturel, tout simplement. Et justement, cette question d'activisme culturel, je voulais savoir depuis combien de temps tu as tes dreadlocks et qu'est-ce qui t'a poussé à faire des dreadlocks? 1987. 1987, je suis à Paris. Je vis en France. Et à l'époque, il faut savoir, 87, si vous remontez un an avant, c'est 1986. Et là, c'est la sale période pour les Noirs et les Arabes. À l'époque, Jacques Chirac est Premier ministre et nomme comme ministre de l'Intérieur Charles Pasqua et Robert Pandreau. Et là, on va en voir de toutes les couleurs. Le contrôle aux faciès, c'est là qu'il est né. Tout ce qui est noir et arabe, dès que tu es dans la rue, mon gars, ou peut être antillais, africain, ça on voulait contrôle d'identité. Attention, on te plaque. Du coup, foutre au tout ni en métro à mon frère. Rien à foutre. Okay. On te met des doigts dans les fesses. Les femmes sont déshabillées, palpées. Ah, c'est la période dégueulasse même de. Ah, j'oublierai jamais ça. Là, on est révoltés, on est malade. Et nous, à l'époque, c'est simple. Hein. Là, c'était vraiment prendre le micro pour militer. On n'avait que deux choix. Soit on devenait des gangsters, voire terroristes, parce qu'on n'en pouvait plus. Là, on allait exploser. La banlieue, elle allait déjà exploser avant Clichy, tu vois. Ok. Mais justement, c'est le hip-hop et le reggae qui va faire que la banlieue, au lieu d'exploser en émeute, elle va exploser en termes de culture, hip-hop, reggae, dancehall, ragamuffin. Là, la banlieue va exploser. Et toute notre rage qu'on subit là tous les jours, on va le mettre dans le micro. Rien que moi-même, je me suis fait connaître comme ça. On nous appelait les journalistes de rue. C'est comme ça qu'on se considérait. Moi, chaque semaine, quand je toastais, tous les gens te disaient ça. Moi, on m'appelait Lyrical Teacher. Okay. C'était le surnom Lyrical Teacher parce que, en fin de compte, moi, j'arrivais tout le temps avec un nouveau lyrics. Tout le temps avec un nouveau lyric, chaque semaine. Parce qu'entre-temps, il s'était passé quelque chose. Ah ben. Tu vois? Pourquoi mes locks saison poussées? Rappelle-toi, je lisais Cheikh Anta Diop. Je lisais Marcus Garvey. Je lisais toute la vie de Steve Biko. Je lisais ce qu'on appelait à l'époque la littérature pro-black, on appelait ça. Et il y avait ce qu'on appelait un mouvement pro-black. Pro-black, comme son nom l'indique, pour les Noirs, mais pas anti-blanc. Automatiquement, quand tu dis ça, tu apprends qu'il y avait des guerriers qui portaient des dreadlocks. Les Maasai. Les Maasai, et donc qui représentaient aussi leur force. Voilà. Et que les locks, le port des dreadlocks, contrairement à ce qu'on nous a insinué, même pas insinué, qu'on nous a rentré comme dans un disque dur dans notre crâne pour dire, et là je parle des sociétés francophones, tu vois, que ce soit en Afrique ou dans la Caraïbe, dans les sociétés francophones, quand il y avait des locks, c'était des voyous, des drogués, etc. C'est ce qu'on m'a fait croire. Parce que les Jamaïcains, Dominicains, qui eux étaient des pays indépendants, qui eux étaient des peuples qui déjà regardaient vers l'Afrique, et eux, donc les Marcus Garvey et compagnie, avaient déjà compris que notre salut, fallait regarder vers l'Afrique pour notre salut. Et donc, si on regarde vers l'Afrique, fallait porter nos cheveux africains. Fallait être fier de nos cheveux africains, de nos coutumes africaines, de notre religion africaine, ancestrale. Puisqu'ils nous contrôlent parce qu'on est noirs, puisqu'ils nous machin, bon, on va leur mettre le symbole des noirs. Quand on nous voit, c'est quoi? C'est nos cheveux.
Dreadlocks. Dreadlocks. Moi en premier, mes dreadlocks ne sont pas par rapport à Rasta ou quoi. Bien sûr que j'écoutais du reggae 24/24, mais je ne me considérais pas encore Rasta. Tu vois? Ok. Moi j'écoutais du Diamond, du Burning Spear, Jacob Miller, tous ces gars-là, à fond, tu vois? Et 86, je fais connaissance avec le ragamuffin, le reggae dancehall, avec les Charlie Chaplin, tout ça. Mais tous ces gars-là, ils parlent toujours aussi de la même chose, c'est-à-dire le génie noir. Tu vois? Donc que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau lecture, que ce soit les spectacles que je vais voir, les films aussi. Donc après cette période-là, 86, donc dans toute cette période-là, il y a beaucoup de noirs à Paris. On décide de laisser pousser les locks. Mais pas parce qu'on est rasta, parce qu'on est pro-black. Et le symbole du pro-black à l'époque à Paris, c'était les locks. D'accord. C'est dreadlocks. Donc c'est là, c'est super important. Parce que c'est là que les locks commencent à sortir de rasta. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les Rastas qui portaient des dreadlocks à l'époque. Et ça, il faut respecter ça parce qu'ils ont pris des coups. Ils se sont fait tuer pour cela. À la Dominique, à la Jamaïque. À la Jamaïque, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Par rapport aux dreadlocks, il y a eu, ah oui, par rapport aux dreadlocks, en tant que Rasta même. Tu vois? Il faut savoir qu'il y a un des héros jamaïcains qui est controversé par les Rastas. C'est le premier ministre de l'époque, Bustamante, dans les années 60. Lui, il a carrément mis des panneaux Wanted Dread or Alive. Tu vois? C'était vraiment, les Rastas étaient recherchés vivants ou morts, tu vois? Donc c'était la razzia, comme on dit. C'était Death or Alive, tu vois, but Wanted Dread, tu vois? Et je te dis, c'était des Queen Africa, elle en parle dans une des émissions que j'ai faites avec elle, quand on parle de l'indépendance de la Jamaïque, où justement les Rastas, pour le 50 ans de l'indépendance de la Jamaïque, les Rastas ont été invités à la cérémonie. Mais elle, Queen Africa, quand je l'interview 2 jours avant la cérémonie, elle me dit attention, les Rastas, on va participer à la cérémonie parce que maintenant on est considérés comme des Jamaïcains en part entière et la culture Rasta a pris possession de la Jamaïque. Mais attention, on n'oublie pas que nos pères, elle raconte que son père s'est fait tabasser, a perdu toutes ses dents. Tu vois, par rapport à son propos. Par rapport au fait de porter des locks. Ça n'a rien à voir avec le rastafarisme. C'était vraiment les locks. Non, c'était Rasta et les locks. C'est pour ça que je dis que le port des locks, si maintenant tout le monde porte des locks partout dans le monde, on doit d'abord rendre hommage aux Rasta. Parce qu'eux, ils ont pris des coups pour ça. Parce qu'ils portaient leurs locks et leur religion et leur philosophie. C'est pour ça qu'il y a plein de Rastas qui ne sont pas d'accord avec la chanson de Morgan Heritage. Don't have to dread to be Rasta. Tu n'es pas obligé d'avoir des dreads pour être Rasta. Il y a des Rastas qui prennent pas ça et disent mais tu es malade ou quoi? Donc nous on a pris des coups, on s'est fait assassiner pour nos cheveux. Et donc quelqu'un peut dire maintenant qu'il est Rasta sans les cheveux, il suffit qu'il soit végétarien, qu'il écoute du reggae, etc. Et il peut aller à son bureau tranquille, lui se fera jamais arrêter dans la rue, alors que l'autre Rasta qui lui les porte les dreadlocks vraiment toute la culture. Lui se prend tout ce qui est répression dans la tête. Donc c'est pour ça que certains n'aiment pas le côté Don't Taffy Dread, tu vois. Et donc en laissant pousser les locks, c'était une façon d'affirmer que pas obligatoirement Rasta, mais nous sommes des pro-black. Nous revendiquons notre africanité. Ça me permet de dire maintenant, en 2018, on a perdu quelque chose. C'était super bien le fait que les locks soient vulgarisés, que tout le monde porte des dreadlocks. Et il faut rendre hommage en Guadeloupe aussi à quelqu'un comme Sonny Christophe, la première femme qui a ouvert les salons de coiffure, cheveux naturels. Paix à son âme, Sonny Christophe, c'est très important, c'est la pionnière. Avant elle, il n'y avait personne en Guadeloupe pour peigner les locks et tout, tu vois, pour légaliser ça. Elle s'est fait tirer dessus et maintenant tu as vu tout le monde porte des dreads, tout le monde a des salons de coiffure, etc. Mais tu sais ce qu'on a perdu? Et ça me fait vraiment mal au cœur. Avant, chaque fois qu'un mec à locks croisait un autre mec à locks, il se saluait. N'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde. Il y avait cette connexion. N'importe où dans le monde, mon frère, c'était trop puissant. Imagine que tu passes à Miami, mon frère. Moi, je suis guadeloupéen. Je passe à Miami, juste sur l'escalator, qui monte comme ça. L'autre, il y a un autre frère qui est jamaïcain, ce que tu veux. Il descend l'escalator dans l'autre sens. Il y a 1000 personnes sur l'escalator. De son côté, il y en a 1000 de l'autre. Quand on se croise, mon frère, yes. Il y a une connexion. Il y a quelque chose. Parce que c'est un symbole de résistance dans Babylone. Tu comprends? Parce que porter des locks dans Babylone, porter des locks à New York, porter des locks à Londres, porter des locks à Paris, porter des locks dans les grandes métropoles,
c'est un autre combat encore par rapport à porter des locks aux Antilles. D'accord. Tu vois, porter des locks, Jamaïque et Dominique, était plus dangereux qu'en France. Mais porter des locks en Guadeloupe était moins dangereux qu'en France. Encore. Locks égale combat. Parce que soit c'est toi qui subissais les coups, parce que tu portais des dreadlocks. Et donc, en portant les dreadlocks, tu revendiques un combat. Pas un combat contre, mais un combat pour. Et donc tu penses ton qu'aujourd'hui, identité. en 2018, Ouais. on n'est plus dans le combat. Et certains sont restés toujours. D'accord. Beaucoup sont restés dans le combat. Mais maintenant, beaucoup aussi sont dans le fashion, tout simplement. Et quand tu es dans le fashion, c'est pas un reproche, c'est un constat. Et que quand tu es dans le fashion et que tu es né dans le fashion sans connaître l'historique des dreadlocks, de tout ce qu'on parle, ben tu peux pas saluer quelqu'un d'autre que tu vas voir avec des locks parce que tu connais pas. Tu connais pas. Je l'engueule pas le mec qui porte des locks là et qui salue pas son pote, t'inquiète pas, je t'en veux pas mon frère. Tu connais pas. Tu vois, il ne sait pas. Mais quand tu connais l'histoire, là tu salues. Donc moi je me retrouve souvent à me prendre des vents. Parce qu'en fait, tu salues tout seul. Mais oui, moi je salue tout seul, t'as compris. Parce que des fois je salue des femmes. Quand je fais ça comme ça, ils me répondent pas. Et quand c'est de la drague. Voilà, alors que toi moi je suis toujours dans mon truc. Des fois je salue des frères. Des frères pareils, des jeunes frères qui ont 20 ans de moins que moi. Ils savent pas. Qui ont la musique à garder moins quoi. Je vais t'avouer un truc. Entre nous, on est entre nous. Oui, vas-y. L'une des raisons pour lesquelles j'ai des dreadlocks, c'est un peu à cause de toi. Donc grâce alors. Je dis à cause de toi. Grâce c'est quand c'est bon. Et comme ça te va bien, moi je dis grâce. Maman, je sais ce que tu vas dire. Je te laisse parler. Vas-y. Alors en fait, il y a quelques années de cela, tu avais interviewé Juliette Smeralda. Aïe, voilà. Peau noire, cheveux crépus. Histoire d'une aliénation. Exactement. C'est exactement à ce moment en fait que je me suis décidé moi à faire des dreadlocks quand j'ai vu cette émission. Et j'avais mon afro. Et je me rendais compte autour de moi que mes sœurs, on n'était pas encore dans le mouvement nappy, mes sœurs étaient encore à se lisser. Je leur demandais, mais pourquoi vous lissez les cheveux? Pourquoi vous défrisez? Je me disais, mais c'est parce qu'on nous a jamais appris. Donc j'ai commencé à chercher des moyens de coiffer mes cheveux tout seul. Et là, je tombe sur Be World Connection, Julia Smeralda, qui parle avec Brother Jimmy de toute la signification qu'il y a derrière le cheveu crépus. Alors, il y a un côté style derrière. Je suis un grand fan de Lil Wayne. Et Lil Wayne, il a pour moi, dans notre génération, démocratisé un peu le côté dreadlocks. On n'est plus passé du dreadlocks Rastaman. Voilà. On est arrivé mainstream. Voilà, tout à fait. Mais il y a aussi le côté dread, je vais leur faire peur. Jimmy, je suis professeur d'anglais. Ok. Et tous les jours, mon combat, c'est que je puisse travailler avec mes dreadlocks. Aïe, gagné! Tous les jours, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé en France, et ça part de Be World Connection, Julia Smeralda. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de t'avoir avec moi et d'en parler, parce que quand je dis que tu es un précurseur, les gens n'imaginent même pas à quel niveau, à quel point. La vidéo Be World Connection est encore sur YouTube, je l'ai regardée récemment, donc allez-y, allez voir, c'est la base. C'est important pour nous de voir que le travail paie, qu'on a semé des graines positives sur des gens comme toi. Tu vois, là, tu peux pas savoir le plaisir que tu nous donnes là. Est-ce que tu as pensé à couper un jour? Ça commence à trotter dans ma tête parce que esthétiquement, ça commence à changer parce que je vieillis. Je vieillis. Donc, pour l'instant, c'est encore là. Mais à un moment, ça sera peut-être plus là. Ok. Mais ça n'a jamais été un obstacle, c'est jamais parce qu'on t'a dit ouais, faut couper. Ah si, on m'a dit ça plusieurs fois, mais là, il était hors de question. D'accord. Ah non, là, c'est les galères de dreadlocks, là, maintenant, on va parler. C'est ça. Les galères de dreadlocks, je te l'ai dit, c'est avec mes locks, donc c'était tout le temps des contrôles d'identité. Mais attention, mon gars, jusqu'à maintenant, je fais Be World Connection. Quand on voyage, tu crois que les douaniers ne viennent pas dans ma valise? D'accord. Ah non, mais moi, c'est contrôle obligatoire. Jusqu'à aujourd'hui. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, mon frère. Simplement, je suis préparé. Tu vois, je suis préparé. Il faut que tu saches qu'à n'importe quel moment, quand des gens ici me voient comme une star, des trucs comme ça, ben, il y a des gens en Guadeloupe, ils me voient toujours comme un voyou, je ne sais pas quoi. Les mecs, ils vont s'arrêter. Ils vont arrêter leur voiture, contrôle d'identité et t'immiscer. Voilà quoi, tu vois. Bon, maintenant, ça se fait de moins en moins, c'est parce que bon, j'ai pu avoir une certaine notoriété et puis je respecte beaucoup la police qui me respecte aussi, tu vois. Donc, ils n'ont plus les mêmes attitudes avec moi maintenant qu'il y a 20 ans, tu vois. Moi, quand je vais en France, par exemple,
je fais très attention à ma tenue vestimentaire. D'accord. Tu vois, en France et New York, tu me verras régulièrement en costard ou bien habillé, des trucs comme ça. Parce que c'est une façon de montrer aux policiers, vous pouvez venir me contrôler. Mais voilà, je suis un chef d'entreprise. Quand vous venez me contrôler, ne venez plus me contrôler comme avant. Genre, lorsque j'étais racaille, quand j'étais habillé avec la capuche, les mecs qui te collaient au mur d'abord avant de te dire bonjour. Tandis que c'est un truc tout bête, hein. Quand tu es en costard, ils te disent bonjour quand même avant. D'accord, donc il y a quand même... La différence entre le noir qui se fait contrôler en costard et celui qui se fait contrôler avec le sweat capuche, c'est qu'il y en a un, tu te fais contrôler sans qu'on te dise bonjour. Avant. On te plaque d'abord au mur. T'es moins humain que... T'es moins humain, voilà. tu vois. L'autre en costard, ils se permettent de dire bonjour monsieur parce qu'ils savent pas qui tu es. Ils se disent parce qu'il y a beaucoup de fils de diplomates, des trucs comme ça, tu vois. Quel conseil pourrais-tu donner aujourd'hui, en 2018, aux personnes qui souhaiteraient faire des dreadlocks, qui voudraient commencer? N'en faites pas. C'est une galère. Vous en aurez beaucoup. Vous serez contrôlés. On va fouiller vos valises. Pas fait ça. Ça pas bon. Sous aimer l'Afrique. Tout ça. Il y a que tu aimer l'Afrique. Non. Là, c'est le petit côté. Si tu portes des dreadlocks, il faut savoir que derrière les dreadlocks, il y a une histoire. Il y a une histoire d'identité. Il y a une histoire de s'approprier l'Afrique. Il y a une histoire d'africanité, d'identité, de culture. C'est très important. Donc, quand tu portes des dreadlocks, tu es censé défendre ton africanité, défendre ton identité. Donc, si tu dois en porter, voilà le premier conseil que je vais te donner. Parce que des fois, c'est dur aussi pour nous de voir des gens à locks qui sont aliénés. Là, c'est terrible. Là, c'est terrible. C'est pour ça que je te demande, si tu dois porter des locks, déjà muscle ton cerveau. C'est important, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, de muscler son cerveau. Parce que quand tu portes des dreadlocks, tu es censé porter aussi un peu de culture. Je t'ai pas dit de connaître des dictionnaires par cœur, mais de savoir un maximum que tu peux sur ta culture. Donc un minimum quand même. Voilà. Un dernier big up, Jimmy? À toi? À moi. Continue mon pote. Merci tranquillement, beaucoup. toi et toute ton équipe. La Yes. jeunesse là. Respect. Et aussi big up à Ankera qui nous a reçus. Donc oui. je vous conseille de venir dans la boutique, c'est à Jarry, à côté de Bureau Vallée. Et puis sur ce, you already know me ready. Cheers. What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready?